Bienvenue dans Sans Filtre, on est chez Streambox et voilà qu'arrive un nouvel épisode avec qui comme invité ? Hugues Hamelin. Ou Hamelink. Streambox présente Sans Filtre avec Raphaël Charlier. Bien le bonjour, soyez les bienvenus dans Sans Filtre. On est chez Streambox et on est parti pour une petite heure avec un invité. Vous connaissez le principe de Sans Filtre. Je reçois un invité que je connais dans la vie, mais il faut approfondir un petit peu les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un invité qui est, sur papier en tout cas, l'invité parfait parce que on s'est très bien connus à une époque, on se connaît, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement. Hugues Hamelin, bonjour. Salut Raphaël Charlier. Ça va bien ? Ça va, et toi ? Mais ouais. Alors d'abord, Hamelink ou Hamelin ? Parce qu'à un moment, ça a changé. Ouais, on est d'accord. Hamelink, ça c'est comme ça. Ça, moi, c'est j'ai le vrai, toujours dit de depuis base. que je suis petit, comme ça que mes parents ont toujours dit. Ouais. Et puis le jour où j'ai commencé à faire de la radio, comme c'est une voix française qui a enregistré le jingle et qu'on m'a pas demandé mon avis, la voix française a dit Hamelink, et moi comme je suis une nouille, je suis pas allé voir le directeur d'antenne et j'ai laissé faire. Donc là maintenant, mais donc si on te dit bonjour Hugues Hamelink, ça passe toujours. Oui, bien sûr. À la Ouais, commune, on t'appelle. bien sûr. Bien sûr. Alors, la première question est toujours la traditionnelle. D'abord, comment tu vas, toi, aujourd'hui ? Et j'ai comme l'impression que ça va plutôt bien. Ouais, je vais bien. Honnêtement, là, je vais vraiment bien. Les planètes sont plutôt alignées là depuis quelques mois. Je vis plein de choses que je rêvais de faire depuis très longtemps. Donc c'est hyper cool. Ma santé est ok, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Donc vraiment, je vais bien. Je vais vraiment très bien. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés ? Ben, j'imagine ça doit être à l'examen d'entrée de l'IAD. Exactement. Enfin, moi, en tout cas, mon souvenir, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, par contre, j'ai pas de souvenir précis forcément à l'examen d'entrée, je crois. Tout ça est un peu flou. On a passé une année ensemble à l'IAD. Donc là, j'ai plein de souvenirs. Mais oui, forcément, ça devait être à l'examen d'entrée. Donc, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, l'IAD, c'est une école de théâtre en Belgique, Institut des Arts de Diffusion. Il y a toujours un examen d'entrée quand on veut entrer dans cette école. Et nous deux, on l'a fait. On a passé l'examen. On a fait un an ensemble. Et on était dans le même groupe, parce qu'il y avait deux groupes. Et on était dans le même groupe, parce que c'était par ordre alphabétique. Donc, CH, on était dans le même. Et tu avais un pantalon à rayures. C'est l'époque où j'avais des pantalons à rayures et des pantalons à carreaux. Effectivement. Tout à fait. Ça, c'est dingue, tu te rappelles de ça? Toi, t'avais les cheveux plaqués avec un max de gomina en arrière. C'est pas impossible. Et très court sur les côtés et très long sur le plat du crâne. C'est le côté politique, tu sais Ouais. ça. Dégagé sur les côtés, droit devant. Mais alors, il s'est passé tellement de choses pour toi depuis. Et en fait, on ne s'est pratiquement plus vus. On a fait un an. On s'est vus tous les jours parce qu'on était à l'école ensemble. Ouais. Et puis, après, nos chemins se sont séparés. Et même à la RTBF, toi, t'es arrivé quand moi, j'étais déjà presque parti, quoi. Ouais, complètement. Donc, on fait un an ensemble. À la fin de la première année à l'IAD, on sait qu'il y a la moitié du groupe qui continuera pas. Ils écrèment encore. Ouais. J'étais pas dans ceux qui ont pu continuer. Et donc, toi, t'as continué à l'IAD. Ouais. Et puis, moi, j'ai pris une autre voie pour devenir comédien autrement. Et puis, nos carrières ont fait qu'on n'a jamais bossé ensemble. On avait déjà une passion pour les médias C'est vrai. à l'époque. Et c'est vrai que moi je commence à faire de la radio, toi t'en fais déjà depuis un moment, et j'arrive à la RTBF il y a 5 ans, et toi t'étais déjà un peu moins actif. Ouais, j'avais déjà pris du recul. Et justement, je vais te poser cette question, est-ce que, toi aussi, parce qu'on a un profil qui n'est pas similaire, mais qui est bizarre dans les médias, est-ce que toi t'en as souffert, à savoir tu fais du théâtre, tu fais de la radio, tu es prof aussi de théâtre, tu touches un peu à la télévision. Est-ce qu'il y a un moment où on dit oui, mais tu fais quoi en fait ? Ouais, en tout cas, on me demande tout le temps si tu devais choisir. Voilà. Tout le monde me dit si tu devais choisir entre l'un ou l'autre. Et en fait, moi, je suis incapable de choisir. En vrai, j'ai autant de plaisir en studio que sur scène. J'aime les deux, mais pareil. Et je trouve que par moments, ça peut se nourrir. Bon, ça dépend très fort des projets sur lesquels on est engagé, mais par moments, ça peut se nourrir. Donc moi, vraiment, j'ai pas envie de choisir. Et est-ce que tu as le sentiment que parfois ça te ferme des portes ou juste que ton interlocuteur te dit oui, mais tu fais quoi ? C'est Ouais. quoi
c'est tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut fermer des portes par moment. Enfin, en tout cas, je sais que moi, je m'étais un peu intéressé au doublage à un moment donné. Et le fait d'être animateur radio, ils aiment pas parce que ils disent qu'on est déformé dans notre façon de parler, de poser la voix et tout. Et puis même, c'est comme si un peu tu venais voler le travail de quelqu'un. Oui, mais c'est mon travail de base aussi. Exactement. Et à l'inverse, je l'ai un peu moins connu. Donc, c'est-à-dire dans le monde du théâtre, le fait de bosser dans les médias, ça a été rarement un problème. Après, c'est vrai que si tu t'intéresses à des milieux plus pointus, etc., là, maintenant, en ayant fait la Starac, etc., il y a des gens qui vont faire, pas venir jouer du théâtre contemporain, expérimental, parce que t'as fait de la télé sur TF1, quoi. Et pourquoi pas? Bien sûr. Surtout que, en fait, moi, c'est comme pour la bouffe. J'adore manger. J'adore aller au McDo et j'adore aller dans un resto gastro. Donc, pareil, quoi. Pour la musique, c'est la même chose. J'adore écouter des trucs ultra pointus et des trucs ultra populaires. J'ai toujours adoré faire ce grand écart. Enfin, qui pour moi n'est pas un grand écart. Non, parce que c'est naturel pour toi, c'est dans tes envies. Moi, j'ai vu la grosse différence quand je me suis intéressé aux États-Unis, où là, quand tu donnes ton CV, ils disent ah oui, tu fais ça, et puis tu joues pas d'un instrument en plus. Et alors que quand en Belgique, quand tu donnes ton CV, tu fais mais tu fais quoi au juste? Ouais. C'est une perception différente. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont un mot pour le dire, quoi. Tu vois, c'est le fameux entertainer, tu vois, qui a pas d'équivalent vraiment en français. Jongleur. Ouais. Divertissant. Divertisseur. Revenons après. Il y a tu me dis, oui, nos routes se sont séparées, donc toi, t'as fait quoi après? Parce que c'est intéressant, comme t'es prof, de savoir quelle formation toi t'as eu, t'as fait quoi après? Alors après, moi, je suis parti à la Klein Academy, qui est une école de théâtre privée qui n'existe plus, mais qui était à Bruxelles, et qui suivait la pédagogie de Jacques Lecoq. Ouais. Jacques Lecoq, c'est un génie de la théorie du théâtre. Enfin, moi, j'ai bouffé du Jacques Lecoq pendant que j'y étais, et après, j'ai beaucoup lu, beaucoup intéressé à sa pédagogie. Donc, c'est un théâtre par le corps. Le gars, en fait, au départ, c'est un champion olympique de saut à la perche. Okay. Il est mort aujourd'hui, mais il nous a quittés à la fin des années 90. Et lui, il a découvert le théâtre par la Commedia dell'arte quand on est venu le chercher comme coach physique pour une troupe de théâtre. Il avait jamais fait de théâtre avant. Il s'est rendu compte à quel point le théâtre pouvait avoir quelque chose de physique. Et puis, il a commencé à faire plein de corrélations entre le saut à la perche parfait qu'il arrivait à décomposer dans sa tête et une mise en scène avec des placements qui étaient précis et donc la mise en scène parfaite. Il s'est dit, en fait, si moi je suis capable de décomposer le saut à la perche parfait dans ma tête, un comédien doit être capable de décomposer la mise en scène parfaite dans sa tête aussi. Et donc il a développé ce truc et il s'est rendu compte que on pouvait créer plein de règles en théâtre ou sur un plateau qui étaient physiques. En termes de placement, de déplacement, de rythme, de position du corps. Et donc, il a fait plein de schémas et tout. Alors, ça semble très figé comme ça, mais c'est hyper malin parce que c'est pas figé. En fait, ça ouvre un champ de possibilités incroyable. Et donc, voilà. Et après avoir fait l'IAD, qui était une école de théâtre, en tout cas, qui pour moi était très verbeuse. Moi, je me rappelle très bien que le premier cours, après l'examen d'entrée, on nous a filé Shakespeare dans les mains. Juste. Tu vois ? Et alors qu'à la Klein Academy et chez Jacques Lecoq, la première année, tu ne parles pas pendant 1 an. Ouais, il n'y a pas de texte pendant toute la première année. Est-ce que Julie Ferrier, la comédienne française, pas aussi? Exactement. Là Julie Ferrier, elle vient de là. Elle a aussi fait Jacques Lecoq. Elle a fait l'école internationale Lecoq à Paris. Et d'ailleurs, il y a un super documentaire sur Julie Ferrier où ils sont allés filmer des images dans l'école Lecoq. Et honnêtement, quand je vois les cours qu'ils ont à Paris, c'est exactement ce que moi j'ai connu à la Klein Academy. Et c'est aussi un truc qui m'a beaucoup plu dans cette école-là, c'est que tu fasses la Klein Academy en même temps que moi, 10 ans avant ou 10 ans après, tu vas recevoir exactement la même formation. Alors que parfois, dans les écoles de théâtre plus traditionnelles, comme peuvent être les conservatoires ou l'IAD ou l'INSAS en Belgique, ça dépend du prof. Ça dépend du prof. Et je trouve ça un peu bizarre qu'une pédagogie, elle soit à géométrie variable en fonction de l'enseignant. Parce qu'il y a un prof à qui tu vas accrocher à sa pédagogie, puis pas le suivant. Moi, ça m'avait beaucoup plu en tout cas. Et puis, quand ça s'est terminé... je me suis lancé dans plein de choses très différentes. Je sais pas si on aborde direct le truc. Il faut juste que je rappelle, parce que j'ai oublié de te le dire au début, c'est que tu as droit à un mensonge. Ok. Donc pendant la conversation, si tu veux, tu me racontes un truc à un moment où tu pars complètement ailleurs, et puis à la fin, tu me diras si. Et moi, si je le décèle, je te le dis. Ok. Voilà. Donc après la Klein, t'es déjà en train de réfléchir. Non. Je te connais bien, sans te connaître bien, je sens que tu vas pas, je vais pas réussir à te planquer le mensonge. Je sais pas. On verra. Donc après la Klein Academy, tu me dis t'es parti dans plein de sens, t'es parti vers quoi? En fait, il s'est passé plusieurs trucs en même temps pour moi après la Klein Academy. Le premier truc, c'est que comme c'était une école privée,
et que mes parents roulent pas sur l'or, il fallait payer, quoi. Toi, t'étais bruxellois, bruxellois. Ouais. Moi, je suis né à Schaerbeek, j'ai grandi à Schaerbeek, je vis toujours à Schaerbeek. Ça fait 44 ans que je suis Schaerbeckois. Mais Hugues cherche à aller ailleurs, si vous avez une maison Ouais, à vendre. c'est vrai. Je veux bien un petit jardin en dehors de Bruxelles. Et donc, pour payer mes études, parce qu'en fait, mes parents m'avaient dit, OK, nous, on veut bien te payer un Minerval classique, comme on l'a fait avec tes frères, mais toute la différence, c'est toi qui vas la payer. Donc, il faut que tu te trouves un job. Ouais. Donc, moi, j'ai travaillé pendant toutes mes études pour payer. Et je m'étais trouvé un boulot de téléprospection. Tu passes des coups de téléphone dans des entreprises pour fixer des rendez-vous pour le compte d'un client qui... Genre, est-ce que vous voulez l'air conditionné dans votre... C'est ce genre de truc-là en un peu plus complexe que le télémarketing. Faussement complexe. Faussement complexe. On va revenir là-dessus. Mais voilà. Et j'ai commencé par ça. Et dans ce boulot, le patron de cette boîte, il était super sensible à former ses employés. Donc, il donnait plein de formations. Et il me donnait des formations commerciales, moi qui n'avais aucune formation commerciale puisque j'étais comédien, aspirant comédien en tout cas. Je découvre que dans tout ce qu'il raconte sur comment on construit une vente, il y a plein de points communs avec comment on construit une impro. Parce que moi, je fais de l'impro depuis que j'ai 13 ans. Oui. Et donc, je lui propose de faire des formations en vente en utilisant les techniques de coaching des acteurs de la Ligue d'impro. Et en fait, pendant 5 ans, je vais aller donner des formations en entreprise en amenant du coaching d'acteurs dans le monde de l'entreprise. Ça va super bien marcher, ça va être n'importe quoi dans le sens où j'ai 23 piges et je me suis retrouvé à donner... Avec des mecs qui avaient le double de ton âge. Et je me suis retrouvé à donner des formations au top management de Danone à Paris. Donc j'avais le big boss de Danone World, qui est un Français, dans mon groupe, à qui je donnais une formation en management. Lui, c'était le big boss. Donc c'est le Bill Gates de l'agroalimentaire. Okay, et tu lui dis, vas-y, joue la tomate. Ouais, fais ça, exactement. Tu vois, des trucs dans le genre. Et je me rappelle très bien qu'après une journée entière de formation, il vient me voir, il me fait, t'as quel âge? Je dis, 23 ans. Il me fait, tire à l'eau un gamin. Et il me tape sur l'épaule de façon très paternaliste. Mais en fait, c'est un truc, j'ai pris comme une petite légion d'honneur, ce truc-là. Comme une reconnaissance de... Mais bon, à un moment donné, la formation en entreprise, ça a commencé un peu à me gaver. Et donc, je me suis éloigné de tout ça. J'ai continué la formation en allant travailler à la Fédération belge d'impro, amateur. Mais t'es directeur ou t'es toujours... J'ai fait plein de choses là. J'ai fait plein de choses. Mais disons que le poste que j'ai occupé le plus longtemps, c'était le poste de développement de l'impro dans le milieu scolaire. Okay. Donc, aller faire de l'impro avec des profs de français, en activité parascolaire. Donc, ça peut être dans les cours ou en dehors des heures de cours. Mais vraiment de faire en sorte que l'impro, ça c'est une conviction de la Fédération, mais c'est ma conviction aussi, c'est que l'impro, c'est un outil pédagogique formidable pour un gamin. Et dans tout domaine, tu parles de la vente, mais je trouve qu'on devrait effectivement avoir, comme les jeunesses musicales, il devrait y avoir ce genre de truc parce que ça ouvre juste à briser la glace, au dialogue quand tu rencontres de nouvelles personnes, à t'intéresser à l'autre personne de manière pas maladroite. Ouais, c'est ça. Ça développe plein de compétences que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours, quoi. Et donc, quand t'es un ado, que t'es pas très bien dans ta peau, j'en sais rien, c'est une formidable façon de t'exprimer, de prendre confiance en toi. Et donc, voilà, pendant 10 ans, j'ai développé l'impro dans le milieu scolaire, à Bruxelles et en Wallonie. Et comment t'es arrivé à la radio? Parce que, rappelons-le, aujourd'hui, t'es sur Vivacité. Ouais. De manière quotidienne. Ouais. Et tu as une séquence avec Bruno Tumers. Ouais. Et comment tu es arrivé? Parce que là, il y a peut-être un grand trou entre tout ça, mais... Ouais, si on doit remettre les choses dans l'ordre, donc je commence à faire un peu de radio à l'école secondaire. Il y a une radio dans l'école, qui émet que dans les couloirs, il n'y a pas de fréquence et tout. Comme dans Sauvé par le Gond. Exactement, comme dans Sauvé par le Gond, on a les mêmes références, hein. Giga, bien sûr. Giga, ça manque. Moi, je rentrais de l'école pour voir Giga. Hein. Avec des Scent-Wafers, avec les petits cappuccinos où en poudre. Oui. Et je fais ça en regardant Giga. La bouilloire électrique, hop, c'est parti. Et quoi de neuf docteur, tu vois, des trucs comme ça, forcément. Ça, c'est... On a vu on a le même âge pour la première fois. Dans Quoi de neuf docteur. Absolument. Luc. T'es né en 80, toi? Ouais, juste un peu l'année avant. 70. Ah, t'es 79, toi? Ouais. Né sous le disco, enfant de la techno. Ok. Août 80, moi. Okay. Ouais. Bon, on est très, mais bon, très c'est pareil, quand tu revenais de l'école... Donc je commence la radio là, bon, c'est n'importe quoi, je dis que je commence, ça veut dire que le virus, il me pique à cet endroit-là. Et puis, 2007, j'ai 27 ans. Là, c'est vraiment mes débuts à la radio, sur une radio qui n'existe plus, qui s'appelait Fou Rire FM, qui était un peu une sorte de rire et chanson à la belge, effectivement. Et où, en fait, au départ, j'y vais comme invité pour parler de l'impro dans les écoles et de l'impro en général. L'animateur, c'est Marc Vernon, un grand nom de Radio Contact, qui à ce moment-là a été plus sur le groupe RTL et qui décèle qu'il y a un truc marrant entre la radio et l'impro.
Et donc, il nous fait revenir, moi et mon pote, pendant 1 an, tous les mardis, dans son émission, faire de l'impro à la radio. On a vraiment dû réinventer les codes de l'impro, puisque ça reste normalement du théâtre. Donc, comment tu fais du théâtre à la radio, quoi, en gros. Et au bout d'1 an, le truc c'est un peu essoufflé. Mais il nous dit, Hugues, t'as quand même une voix. C'est intéressant que tu réfléchisses à faire de la radio. Moi, j'avais un peu oublié que j'en avais fait quand j'étais ado. Et donc, lui, il va me former. Et je vais devenir animateur à ce moment-là. Okay. Jusqu'à la faillite de cette radio. Il y avait il y a pas de lien. Il y avait non, il y a pas de lien. Ils avaient un très grand talent pour faire de l'antenne, mais ils en avaient beaucoup moins pour vendre de l'espace publicitaire, si tu veux. Et donc, ils ont fait faillite. C'était une mort annoncée. Et au moment où ça s'arrête pour Four FM, moi, je passe le casting des animateurs de Nostalgie, en même temps que Bénédicte Depré. Bénédicte, oui, tout à fait. Et on gagne tous les deux. C'est la seule année où il y a eu un ex-aequo. Et je rappelle, pour ceux qui voient pas ce que c'est, il y avait une petite centaine d'animateurs qui passaient un casting. Ils en gardaient 5 sur les 100, qui étaient soumis au vote du public pendant toute une semaine. Mmh. Et à la fin de la semaine, il y avait un gagnant qui décrochait une émission animée durant tout l'été. Et là, cette année-là, on est 2, Bénédicte Depré et moi. On va faire un joli parcours tous les 2. Bah ouais. Et à la fin de l'été, Béné, on la prolonge pas sur Nosta, elle démarre sur Pure. Exactement. Ouais. Et moi, je reste sur Nosta. Et Nosta, je vais y rester 7 ans. Oui. Où je vais très vite avoir une émission en quotidienne, etc. sur Nostalgie. J'ai bossé avec Frédéric Herbet. Ouais. Parce que j'ai cité Marc Vernon tout à l'heure. C'est important de dire les gens qui ont été importants. Bah ouais. Moi, je trouve ça hyper important. Marc Vernon, je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a vraiment formé. Qui m'a montré que je croyais savoir comment on parlait dans un micro, j'en savais rien du tout. Ouais. Et puis Frédéric Herbet, grand monsieur de la radio lui aussi, qui est peut-être le professionnel qui m'a tapé sur l'épaule au bon moment pour me dire, tu sais, gamin, t'es bon, mais arrête de douter. Il me dit, arrête de douter et déploie tes ailes. Tu sais, il y a un moment dans ta carrière où je pense que t'as acquis ce qu'il faut pour être légitime dans le métier. Mais il faut peut-être, ça dépend des personnalités, mais moi, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me le dise. Et lui, il me l'a dit au bon moment. Il m'a fait confiance et il m'a tapé dans la main. Et c'était une sorte de pacte moral entre lui et moi. Fred qui gère aujourd'hui les radios du groupe RTL. Ouais, exactement. Voilà. On le salue. Exact. On le salue. Fred. Et puis après, en 2020, plein confinement, un peu avant le confinement, mais ça se passe cette année-là en tout cas, la RTBF vient me chercher. Parce que il faut trouver un partenaire pour la matinale télé de la Une avec Sarah de Padua, le 6-8, puisque Sarah anime cette émission, mais elle a une sorte de sparring partner qui lui rend. J'aime bien le terme. C'est pas moi qui utilise ce mot, mais c'était le mot en interne, quoi. C'était comme ça qu'on disait. Parce que c'était pas une co-présentation. C'était quelqu'un qui renvoie la balle. Voilà, qui renvoie la balle et puis qui bosse un peu sur les contenus, sur l'organisation de l'émission, parce que je faisais un peu l'édition de l'émission en même temps. Et là, je suis resté en matinale 3 ans et demi, à peu près. Et puis j'ai eu envie d'arrêter. Ce que je comprends, parce que le matin, c'est quand même... c'est dur. C'est un truc. Et alors, là, j'ai commencé à animer un jeu de culture générale avec Livia Dushkov. Ouais. Et normalement, j'aurais dû refaire cette saison. Et puis, il y a eu la Star Academy qui est venue tout perturber. Et là, ce truc est arrivé... Enfin, je sais que tu l'as raconté partout, mais refais la courte. Comment t'es arrivé à la Star Academy ? Le prof de théâtre des 2 éditions précédentes s'appelle Pierre de Brouwer. Quand ils lui ont dit qu'ils voulaient pas poursuivre forcément avec lui cette saison-ci, ils lui ont quand même demandé s'il avait pas des noms de profs à conseiller. Et j'étais dans la liste des noms que Pierre de Brouwer a donné. Que tu connaissais ? Et Pierre, je le connais. Oui, c'est vrai que sinon ça paraît bizarre. Ouais. Et Pierre, je le connais parce que il vit en Belgique et qu'il est dans le monde de l'impro et que j'ai été son coach. Voilà. En fait, j'étais son coach. J'étais le prof du prof. Et toi, t'étais client de la Star Academy avant ? Je veux dire, tu regardais Ouais. Franchement, pas se mentir. La saison précédente, là, celle de 2023, qui a vu émerger Pierre Garnier et Elena et tout. Moi, j'ai mis les doigts dans en fait, le truc de ce genre d'émission, si t'es client, évidemment, hein, mais tu regardes une quotidienne, 2 quotidiennes, c'est parti, t'as mis le doigt dans l'engrenage, t'es foutu. C'est comme une série télé, quoi. Ouais. Moi, j'ai accroché de ouf. Mais même déjà du temps de Jennifer et tout, je sais, c'est à peu près au moment où... complètement. Je suis dans les écoles de théâtre, donc entouré de jeunes artistes, pleins de rêves et d'idéaux. Et c'est Philippe Lelièvre qui était prof, non, à ce moment-là ? Il va arriver un peu après. Les premières éditions, en fait, c'est Raphaël Ricci
qui fait et cours d'impro et expression scénique, qui est un peu une sorte de notion qui a été inventée avec la Starac. Ok. Et mais pourquoi je parlais de ça, c'est parce que on était à l'IAD ou à la Klein Academy à ce moment-là, entouré de plein de jeunes comédiens, plein d'idéaux, et je me rappelle que c'était pas très populaire d'aimer ce genre d'émission, Non, parce qu'on disait non, on devient pas artiste en 3 mois. Mais alors moi, je partage toujours un peu ce truc. Alors la formation, elle est là, c'est sûr, mais c'est vrai que même après 4 ans d'IAD, tu ne peux pas te considérer comme comédien. Ou... Pour moi, c'est quelque chose qui vient aussi avec l'expérience, avec tu fais un spectacle, ça marche pas, comment gérer le fait que ça marche pas. Je pense que le métier vient aussi avec l'expérience. Bien sûr. Mais en revanche, ça n'enlève pas qu'une formation. Mais rien dans ce que l'expérience Starac propose aux jeunes ne dit le contraire. Non. Tu vois, c'est que forcément, là, ils sont en train de vivre un truc de fou, ils sont en pleine tournée, ils remplissent Bercy, mais ils savent tous très bien que dans 1 an ou 2, ils rempliront peut-être pas la Cigale, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui, moi, de ce genre d'émission m'effraie un peu, c'est de me dire, ok, on a fait croire à certaines personnes que ça y est, c'est arrivé. Ouais. Et en fait, pas du tout, c'est juste, tu sors de l'œuf, quoi. Complètement. Et que ça peut être hyper traumatisant. Mais ils ont néanmoins appris des choses en quelques mois que plein d'artistes vont mettre 10 ans, 15 ans à apprendre. Moi, je le vois de prime en prime, comme ils sont, comme tout le monde, tétanisés par l'énorme barnum que c'est la première semaine, et que de semaine en semaine, tout ça devient une forme de normalité pour eux. De normalité dans le sens, ils savent jouer avec l'outil. Tu vois, pas dans la banalisation, oui. mais je vois plein d'artistes qui ont 15-20 ans de carrière, mais qui savent pas se positionner sur un plateau de télé, regarder une caméra. Et ça, c'est quelque chose qu'à l'école, on va pas apprendre. Non. Parce qu'on n'a pas les moyens Exactement. de faire. Il faut faire pour le savoir. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, la Star Academy se passe. Après, est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi j'imagine. Ouais, ça change plein de trucs. Hein. En vrai, ça change plein de choses. Et à la fois, ça change rien. Enfin, non, parce que toi, tu restes toi-même, mais... c'est toute une histoire de qu'est-ce que ça veut dire la notoriété ? Est-ce que ça a du sens ? La notoriété, est-ce que c'est quelque chose qui est palpable, pas palpable ? Moi, je dis toujours un peu en déconnant, mais je le pense fort. Tu n'es connu que des gens qui te connaissent. Complètement. C'est pas un truc de Calogero, je sais pas quoi. Il pourrait le chanter. Mais non, mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, les gens me disent, ah ouais, t'es connu. Que des gens qui ont regardé la Starac. Si t'as pas. C'est exact comme quand t'as des conversations avec les gens où parlent de quelqu'un, il est connu, lui. Tu dis, si tu te poses la question, c'est déjà que toi, tu le connais pas. Exactement. Et ça va dans tous les domaines. C'est une question très bizarre quand on dit, tiens, cette personne, elle est connue. Si déjà tu poses la question, c'est que tu la connais pas. Exactement. Donc ça veut pas dire grand-chose. Et puis, voilà, ce qui arrive, qui n'était pas le cas avant, c'est que dans les lieux publics, des gens me sourient ou me demandent une photo. Ça, j'avais vraiment jamais connu. Ou très très peu, quoi. Surtout en venant de la radio, même si la radio est filmée aujourd'hui, on n'a pas le même rapport. Exactement. Donc ça, c'est nouveau. La deuxième chose qui est nouvelle, c'est que maintenant, les salles de spectacle, quand je leur passe un coup de téléphone, elles me répondent, tu vois. Et que quand je veux être programmé quelque part, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avant. J'imagine. Et les salles sont remplies. Parce qu'avant, c'était une de mes préoccupations. Moi, j'ai toujours tout fait en autoprod. Et donc, je me battais comme un fou furieux pour que mes salles se remplissent, même si elles étaient petites. Et aujourd'hui... j'ai plus cette préoccupation. Je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire en tant que comédien et sur les aspects de remplissage de salles et tout. C'est plus mon problème. Oui, non, mais ça ça va durer toujours quelques mois et on sait très bien comment ça va marcher. Dans 1 an, si je refais pas une deuxième Star Academy, dans 1 an, le soufflet va retomber et je le sais. Il y a aucun souci. Ça veut dire que il y aura une seconde pour toi ? J'en sais rien. En vrai, je ne sais pas. Moi, honnêtement, j'aimerais bien. Mais on le sait, ça, ils nous ont prévenu que le processus d'analyse, de réflexion entre les deux Starac est assez long. Et donc, on n'aura pas de nouvelles de TF1 avant, à mon avis, avant l'été. Ok. Espérons-le. Ouais. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à gérer ? Parce que j'imagine que pratiquement du jour au lendemain, tu es de quelques milliers de followers à... Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai appris ? T'apprends sur le tas. Est-ce que là, toi, tu vas à la Star Academy pour apprendre à jouer, à se placer sur un plateau ? Est-ce que on vous apprend à gérer une notoriété qui arrive ? Non, pas tellement.
En vrai, pas tellement. Mais on nous a mis en garde, hein, on nous a dit, vous allez voir les réseaux sociaux, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du monde qui va arriver, vous serez soumis forcément à des commentaires positifs et négatifs. T'as les deux. Voilà, ça c'est nouveau. Enfin, ouais, on a eu une formation, on a quand même eu une formation, c'est vrai. On a eu une formation avec les équipes de TikTok France. Une demi-journée de formation sur comment suivre des trends, comment faire des trucs machin et tout. Mais moi, je fais un peu au feeling. Mais t'as décidé de t'en servir. Je m'en sers un peu. D'abord, j'ai toujours joué avec les réseaux. Même quand personne ne me suivait, ça m'a toujours un peu amusé de faire des photos, de faire des vidéos, des machins comme ça. Maintenant, j'essaie de faire un peu plus pro. Et la chose qui est vraiment nouvelle là depuis 2 mois, c'est que vraiment j'essaie de créer du contenu. Tu fais des capsules. Ouais, je fais des petites capsules, j'essaie de raconter l'histoire d'une chanson en 90 secondes. Mais c'est un rapport avec ton spectacle aussi. Qui a un rapport avec mon spectacle, avec l'émission de radio que je fais, et avec une vraie passion en fait qui est pas récente. C'est un vieux truc, les histoires de chansons, j'ai toujours aimé ça. Et donc là, oui, l'idée de faire des capsules en 90 secondes sur Insta, clairement, c'est de profiter de cette communauté qui me suit et de continuer à la faire grandir, parce que ça, je me rends bien compte que j'ai vu le nombre de followers monter. Et mais puis, à un moment, ça stagne. Ça stagne, et puis même parfois ça redescend. Ah ouais. Et donc tu sais que soit tu t'en fous, soit tu te dis j'ai envie de capitaliser dessus. Et moi, j'ai envie de capitaliser dessus. Mais oui. C'est comme tu mets de l'argent à la banque et on te dit chez nous il y a pas d'intérêt. Et dans la banque d'à côté il y a 1% d'intérêt. Oh, je vais aller à côté quoi, tu vois, c'est tout. Voilà. Et justement, il y a de l'intérêt. Tu as des annonceurs qui viennent te trouver en te disant tiens, tu veux pas manger nos bonbons en faisant tes trucs. C'est tout nouveau. J'ai été contacté par une agence vraiment il y a quelques semaines et j'ai fait ma première collab commerciale il y a quelques jours. Et c'est pour une assurance. Ok. Et parce que le scénario était marrant, parce que j'étais libre de faire ce que je voulais, parce que je devais faire un truc comique avec un membre de ma famille. On t'impose pas. Ouais, moi j'ai dit oui. Mais il y a des trucs que je ferais pas. Tu parlais de manger des bonbons et tout. Je sais pas. Faut voir le mec truc. de Danone va te rappeler. Mais tu vois, le mec de Danone. Mais je sais pas si j'ai envie de manger des chips et faire qu'est-ce que c'est bon. Tu vois. Surtout que si tu veux, j'ai pas envie d'être un influenceur. Ça m'intéresse pas. En soi, moi, je reste quand même un homme sandwich. Il faut qu'il y ait un rapport avec un artiste, un homme de médias qui a envie de mettre au centre mon métier, ma créativité, la culture et la transmission de la culture. Ça, c'est mes préoccupations. Le reste, c'est pour mettre du beurre dans les épinards, mais il faut pas que ce soit trop souvent, parce que ça ne me ressemble pas, et parce que je crois que les gens qui sont venus me suivre dans la Starac, c'est pas ça qu'ils ont envie de voir. Non, c'est ça. Il faudrait pas que les gens qui ont commencé à te suivre, se sentent piégés, quoi. Exactement. En fait, le gars, il veut juste nous vendre du dentifrice, quoi. Ouais. Okay. Donc, tu fais de la radio, prof, tu fais du seul en scène. Tout ça, c'est des choses un peu, je dirais, individuelles. Et jouer en troupe au théâtre, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te plairait, t'as envie ? J'adorerais, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai quasiment jamais fait. Donc c'est complètement fou. Ça fait 25 ans que je suis sorti de l'école, ou à peu près, et j'ai quasiment jamais joué en troupe de théâtre. À chaque fois que t'es sur scène, c'était du seul en scène, ma seule expérience de troupe, c'est l'impro. En impro, je suis en groupe. Ouais. Et c'est extrêmement collaboratif. Donc, pour le coup, c'est presque. Oui, mais c'est éphémère. Mais c'est éphémère. Ouais, complètement. Donc, bien sûr que c'est quelque chose qui me plairait. Mais en fait, j'appartiens pas à une famille. Ça, non, mais tu peux la créer, et puis il n'y a pas d'âge pour aller te faire cette bien sûr. famille. Ah non, mais sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est un peu une question d'opportunité. En fait, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, professionnelle en tout cas, ça a toujours été très opportuniste. Dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire des opportunités qui se sont présentées à moi. J'ai provoqué assez peu de choses. C'est vrai, quoi. Le truc de la Starac, c'est vraiment un coup de téléphone auquel je m'attends pas. Le monde de l'entreprise, c'est par nécessité que je vais aller faire des formations dans le monde de l'entreprise. La radio, c'est parce qu'on m'invite à venir parler d'impro à la radio et que le gars me dit, en fait, tu devrais revenir. Enfin, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Alors, j'ai suscité ma chance, j'ai diversifié un maximum mes activités parce que je devais gagner ma vie. Ouais. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits, mais c'est pas un plan, quoi. C'était pas un calcul. Et donc, oui, j'adorerais jouer dans une troupe, mais il faut la rencontrer, cette troupe. Et tu dis, c'était pas un plan, c'était pas un calcul. C'était quoi ton plan, ou t'en avais ou t'en avais pas ? Non, j'avais pas. Les trucs arrivaient. Rien ne s'est passé comme prévu. Rien et c'est ça qui est bien. Mais c'est ça parce que c'est génial. des accidents qui sont positifs. Mais bien sûr. Mais quand j'ai 17 ans et que je me dis, l'année prochaine, quand j'en aurai 18, je vais à l'IAD, mon rêve, c'est, je sais pas, jouer Macbeth au Théâtre National. D'accord, on est d'accord.
Ouais. Sauf que la réalité va vite me rattraper et faire ok, c'est plus compliqué que prévu. C'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire en réalité. Est-ce que le milieu des théâtreux est la famille dans laquelle je me sens le mieux? Tu vois, c'est toutes ces questions, mais que tu connais très bien. Oui. On a ce truc de faussement complexe. Là, on est pile Ouais. dedans. Alors, il faut savoir que quand on était à l'école ensemble, alors je ne sais pas d'où c'est venu, ça par contre. Ah, ça, moi, je sais. Ah, vas-y, Ouais. raconte, parce que moi, donc on a un truc qui s'est... on a entendu un jour cette expression faussement complexe, et on a ri avec ça, parce qu'on s'est dit que c'était tellement ça, le milieu parfois du théâtre, Ouais, c'est d'aller te chercher un prétexte pour faire intelligent, parfois. exactement. Ouais. Et ça vient d'où? Alors, on est tous les deux fans de télé. Ouais. Et on regardait tous les week-ends TV+, Marc-Olivier Fogiel. Oui. Tu vois, qui était le mec qui débriefait les émissions de télé et tout. Et à un moment donné, dans une chronique, je pense, à un moment donné, quelqu'un dans une émission a parlé d'un projet de télé en cours, je sais pas lequel, en disant c'est un peu faussement complexe. Et on se voit lundi. Oui, parce qu'on n'a pas regardé l'émission ensemble. Non, bien sûr. On se voit lundi après, à l'école, comme on faisait dans les années 90 et 2000. C'est-à-dire on regardait les mêmes choses chez soi. Et on attendait le lendemain pour en parler, puisqu'on ne s'envoyait pas des SMS. Et on s'est dit, ah, t'as regardé Fogiel? Ouais, j'ai regardé ça. Ah, j'adorais le reportage là-dessus, etc. Ah, tu te souviens quand il a dit faussement complexe? Ah oui, purée, j'ai tilté aussi dessus. Moi, je me souvenais pas du tout que c'était de là que c'était sorti. Et alors après, c'est vrai qu'on se l'est resservi de temps en temps. Et je pense que dans les impros, on s'est rebalancé des trucs. Et moi, de temps en temps, quand je rebalance le faussement complexe, je repense à toi. Et chaque fois. C'est Chaque marrant. fois que je dis ce mot, cette expression, je pense à Raph Charlier. Chaque fois. Est-ce que t'es heureux aujourd'hui, dans ta vie? Ouais, super heureux. Vraiment. T'as tout ce que... Enfin, t'as plein de choses que tu voulais, même si tu savais pas que tu les voulais, finalement. Ouais. Oui, je suis vraiment très heureux. En fait, si tu veux, si tu demandes aux gamins de 15 ans qu'est-ce que tu as envie de faire, à peu près tout ce que je suis en train de faire depuis 25 ans, c'était dans cette liste. Parce qu'un truc dont on n'a pas parlé non plus, c'est que j'ai un café-théâtre, et c'était aussi un truc que j'avais envie, c'était de gérer une salle de spectacle. Donc, vraiment, la radio, la télé... Enfin, la télé, attention, entendons-nous bien, la télé, je m'en fous. Mais être participer à un grand divertissement sur TF1 le samedi soir, c'était un truc... Oui, c'est ça. Ça faire me faisait partie rêver. du grand Barnum. Tu sais, on est des gamins de la télé. Mais oui. Tu vois, les Drucker, les Sabatier, les Sébastien, les Foucault et tout, ils étaient, qu'on le veuille ou non et qu'on les aime ou des non, membres de la famille. ils étaient dans notre salon tous les week-ends. Ouais. Donc moi, si tu me disais à 15 ans, t'as envie de bosser avec Patrick Sabatier? Bah ouais. Tu vois, j'allais jamais dire non. Donc c'est sûr que le jour où Endemol t'appelle pour dire tu veux faire la Starac, je me rappelle la directrice de casting quand elle m'appelle, fait je travaille pour la Starac, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr que je connais, tu vois. Donc ça, la télé, le café-théâtre, la radio, tous ces trucs-là, c'est vraiment des trucs que je rêvais. Le one man show, c'est un truc que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Donc là, moi, je suis comblé professionnellement et puis dans ma vie privée aussi. Donc, Et qu'est-ce qui te manquerait? Franchement, je sais pas trop là. En fait, je voudrais juste que tout ça dure. Ouais, c'est ça. Là, Maintenant, tu dois travailler pour que ça dure. Ouais. En vouloir plus, non. Enfin, je serais pas contre, évidemment, on est bien d'accord. Si demain on me dit, ah, je vous ai vu, ce serait génial, vous jouiez dans une série, c'est un truc que j'ai jamais fait. Jamais joué devant une caméra, par exemple. J'adorerais ça. Que mon one man me fasse écrire un deuxième, que les salles grandissent, enfin, tu vois. Bien sûr que je suis OK. Mais en fait, si tout ce que j'ai maintenant pouvait juste durer, à la même échelle, je serais déjà l'homme le plus heureux du monde. J'ai jamais été un ambitieux, hein, moi. Jamais. Non, mais les choses, elles arrivent et voilà. Je suis un tardif, moi. Moi, je suis, oui, c'est pas tardif, mais lent à prendre peut-être la bonne décision, et puis tu dis, ah, elle est passée. Ah bah merde. Ouais. Voilà. Mais tu vois, par exemple, la radio, je commence à 27 ans, alors qu'au fond, à 19, j'aurais dû envoyer des démos partout pour être au standard, au machin. T'étais pas dedans, là, à ce moment-là. Mais je me le disais tous les jours. Hein. Ah, mais tous les jours, je me disais, tu devrais envoyer une cassette. Il faudrait faire. Oui, mais à qui, comment? Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus rapide pour trouver la bonne personne à qui envoyer les trucs. Mais là, allez, à notre époque. Une cassette dans une enveloppe matelassée, un timbre. Et après, tu te dis, ouais, ça va terminer en plastibule, exactement. Ils vont les péter. Ouais. C'est quoi la finalité et le but de tout ça dans ta vie? C'est quoi? Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as un objectif à atteindre? Je parle même pas professionnellement, mais... Ouais. Être aimé? Bah,
Ouais. Ouais, Mais en fait, quand on fait des métiers comme ça, bien c'est sûr. un peu clair. Bah ouais, non, mais le but, c'est ça. C'est être aimé. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça, mais j'en ai besoin. Tu sais, mon mari, il est très malin en ce qui me concerne. À une époque, je pouvais lui dire « Ah, tu me dis jamais je t'aime ». Et il m'a dit « Mais tu sais, Hugues, si je te le dis 20 fois sur la journée, tu me reprocheras quand même de pas l'avoir dit 21 fois. » Et le puis, jour ça où n'a il pas la même saveur. Et le jour où il me l'a dit, ça, il a tellement mis le doigt sur un truc que j'avais pas conscientisé que ça m'a un peu... D'abord, ça m'a blessé, mais ensuite, ça m'a vachement apaisé, en fait. C'est pas con. C'est pas con. On va terminer par une petite série de questions. Il faut répondre assez rapidement. Ok. Voilà. Quel est ton endroit préféré au monde? À côté de mon mari. Yeah 21, tu auras le 21 ce soir. Non, mais vraiment. Je l'aime. Où que ce soit, mais voilà, Ouais. qu'il soit pas loin. Pourvu que je sois avec lui, ouais. Avec qui aimerais-tu être ami? Ok. Ouais. Ah, ça, c'est marrant. Je pourrais répondre tellement de gens. C'est des gens dont je suis fan ou pas forcément? Bah non, Ouais. quelqu'un, j'en sais rien. Ouais, mais du coup, quelqu'un que tout le monde connaît. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ah non, ça peut être, tu dis, ah, mon mon voisin de voisin, j'ai palier. jamais, j'ai jamais osé lui parler et il m'a l'air tellement intéressant. Ouais, C'est possible. Non, mais d'office, un créateur, quelqu'un qui est créatif et tout. Bon, il y a plein de chanteurs que j'aimerais bien rencontrer. Après, il y a toujours le danger d'être déçu, mais allez, il faut que je te donne un nom. En fait, je voudrais bien être ami avec Nikos Aliagas. Ben oui, mais là, vous n'avez C'est pas pas- eu l'occasion de vous rappeler. Non, un rapport. Il y a quand même une Ouais, il y a une distance. distance. Mais c'est plus parce qu'il est hyper occupé et que du coup, on n'a pas beaucoup d'occasions de se croiser. Là, moi, honnêtement, Nikos, je considère que c'est une relation professionnelle et franchement, c'est parce qu'il m'a dit tutoie-moi. Moi, j'avais envie de faire vous, monsieur, quoi, tu vois. Mais c'est quelqu'un. J'ai senti une grande sensibilité, une grande intelligence, et je me dis ça doit être agréable de le fréquenter. En fait, moi, j'aime toujours l'idée d'avoir un ami qui m'élève un peu, tu vois. Oui. Ah, mais c'est marrant, moi, j'imaginais pas qu'il y avait une distance qui était. Il ne la met pas lui, si tu veux. Non, c'est l'équipe qui fait ça, l'organisation ouais. du truc qui fait ça. Ok. Ouais. Mais il n'y a pas une petite bouffe sandwich après le live? Non. Où tout Ah, le monde- il y a moyen. Mais Nikos, à mon avis, il vit sa vie à lui, Ouais, c'est ça. avec ses invités à lui, un peu de son côté. Ok. Quelle est la première fois dans ta vie qui t'a le plus marqué? Mon premier et pour le moment dernier mariage. Bah, visiblement, t'as envie que ce soit le dernier. Ouais. Non, franchement, c'était quand même un truc de fou, le mariage, honnêtement. Pas du tout calculé. Moi, j'étais pas pour le mariage et tout. C'est moi qui ai fait la demande, pourtant. Mais Bah, de nouveau, un accident. ah, mais Enfin, ma vie n'est faite que d'accidents. Et je suis très heureux de ça. Et franchement, oui, ce mariage, c'était la première, et j'espère bien entendu la dernière fois. Mais Le mariage. c'était la journée, là, c'était incroyable. Et quel est l'objet dont tu te sers absolument tous les jours en dehors de ton téléphone? Parce que c'est, voilà. Ma machine à café. Ouais, ça c'est le truc indispensable, tu Ouais. vois. Mais alors d'abord pas parce que enfin c'est pas tant que je suis un tox de la caféine parce que j'abuse pas du tout, je bois genre 2 mugs sur la journée. C'est Alors, pas- remarque, on enregistre le matin et Ouais. tu m'as dit, oula, j'ai que de la caféine en moi. Ouais. T'as rien mangé. Bah oui, c'est vrai que là je suis à jeun, mais non, mais je bois mes 2 mugs de café tous les jours et cette machine je l'aime comme mon téléphone, tu vois. Ouais, je mets du grain de café que je vais chercher chez un Ouais, petit il faut son petit torréfacteur, torréfacteur, tu vois, machin. voilà. Je suis ce genre de personne. Est-ce qu'il y a un truc dans la vie que tu ne comprendras jamais? Question faussement complexe. Ouais. Que je ne comprendrai jamais. Ouais. Je sais pas. Ben, j'ai envie de répondre non parce que ma nature, c'est de chercher à tout comprendre. Ouais. Et je me casse la tête pour essayer de comprendre et je trouve des réponses qui me conviennent pas toujours, mais j'essaie de trouver des réponses à peu près à tout. Ça t'emmerde, hein, cette réponse? Mais, Pas du tout, pas mais, du tout. Il n'y a pas de mauvaise mais réponse. c'est vraiment, Mais pas du tout. vraiment quelque chose qui c'est important pour moi essayer de comprendre des phénomènes de société, par exemple. Je suis très, très fasciné par ça. Ouais, non, il y a pas des choses un avec truc. lesquelles je suis en désaccord, mais c'est pas la même chose que de ne pas les comprendre, quoi. Ok. Le monde des réseaux sociaux, par exemple, le monde de l'apparence, de l'influence, tout ça, je trouve ça très spécial. Très, très spécial. Mais j'essaie de le comprendre. Et de comprendre l'impact qu'il a dans notre vie, quoi. Et moi, j'ai compris un truc avec les réseaux sociaux. Récemment, je rencontre quelqu'un,
Et puis la personne me dit mais tu fais quoi toi dans la vie? Alors qu'en fait la personne a vu et je dis c'est marrant mais t'as pas regardé et la personne me dit non, je pars du principe que tout ce qu'il y a sur les réseaux est faux, donc si je veux m'intéresser à une personne je vais pas aller regarder ça. Et en fait j'avais jamais vu ça comme ça. Et je trouve que c'est pas une mauvaise réflexion. Mais néanmoins, parce que tu mets ce que tu veux. Ouais, mais dis-moi ce que tu montres et je te dirai un peu qui tu es quand même. Ou qui tu veux qu'on pense que tu es. Ça c'est sûr. Putain, on est total dans le faussement complexe. Est-ce que tu as une question à poser? Comment toi tu vas? Non. Comment moi je vais? C'est une question. On a à peu près 1 heure, donc c'est fini. Ça va. Moi, le jour où je me considère que ça va, ça s'arrête. Parce que, perso, moi, le but, c'est d'essayer de toucher au bonheur et pas d'y arriver. Le jour où tu y arrives, t'es bloqué parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je l'ai? Je vais te rassurer, je vais te dire un truc qui va peut-être t'aider. Vas-y. Mais depuis que moi j'ai accepté cette idée, je vais beaucoup mieux. Ok. Le bonheur n'existe pas. Non, mais ça, j'en suis. Mais ça, j'en suis. Donc arrêtons de courir après. Il n'y a pas de vie réussie. Alors on court après quoi? On court après rien. C'est ça le danger. C'est ça la connerie. La connerie, c'est de courir après quelque chose. Il faut juste être passionné par quelque chose. Ça, c'est important. Ouais. La passion, la flamme, c'est le truc qui fait que tout va aller de source. Tu vois? Et je pense vraiment que plein de problèmes de notre société peuvent être atténués si les gens, on les orientait davantage vers leur passion, vers la chose qui les anime. Il y a des études affreuses que j'ai lues qui disent que 80% des gens ne réalisent pas leurs rêves. Même, mais ça, j'en suis persuadé. Parce qu'en plus, ils n'osent pas penser qu'ils peuvent. Voilà. Oser. En tout cas, oser. Mais moi, quand j'étais gamin, que je disais que ce que je voulais faire dans la vie, je disais, mais t'es un rêveur. Je dis, et alors? C'est ça qui est amusant, c'est d'essayer de. Donc, on court peut-être après ça, mais pour moi, c'est pas une course. Parce que t'es dedans, quoi. Je sais pas. Par rapport à ça, je travaille 7 jours sur 7 depuis des années. Et là, vraiment, pour le moment, ça va très vite. Et tout le monde me dit, mais t'es fou, tu prends jamais de vacances et tout. Mais moi, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Ça, c'est la même chose. Mais quand tu fais quelque chose qui te passionne, t'as 80% du boulot qui est fait. Parce que tu n'y vas pas avec des pieds de plomb. Mais c'est un travers, parce que quand le truc te passionne moins, t'as tendance à arrêter, et parfois, faut pas. Mais voilà, faire gaffe. Faut faire gaffe. Mais donc ta question était, est-ce que j'ai une question? Ouais. Mais c'était pas à toi que je devais la poser ou Si, quoi? c'était à moi, mais tu l'as posée, donc okay. Voilà. Est-ce que tu as utilisé ton petit joker mensonge? Je t'ai dit que des choses vraies. Très bien. Je le note. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce qu'on arrive à la fin de ce petit sans filtre. Je suis super contente d'être là. En vrai, Raph, je t'aime énormément. Et pourtant, on se connaît pas très bien. Mais t'étais vraiment, quand j'avais 19 ans, t'étais quelqu'un, je trouvais tellement cool. Je te jure. Moi, je venais d'un collège jésuite, tu sais, un milieu ultra bourge et tout le bazar. J'étais un peu coincé à 18 ans. Et je te trouvais, toi, tu mixais, tu réparais les 2 chevaux et tout. Je te trouvais tellement cool. Franchement, dans ma vie, je me disais, moi, j'ai envie d'être Raphaël Charlier, tu vois. Et quand nos chemins se sont séparés... Et plus maintenant, tu vois. Non. Mais quand je regardais ton parcours, t'as toujours eu, sur plein d'aspects, de choses qui me passionnaient, 5 ans d'avance sur moi, ou 5-6 ans d'avance sur moi. T'as commencé à faire de la télé, t'as commencé à faire de la radio assez vite, après l'IAD et tout. Ouais, c'est aussi des trucs de hasard. Hein. Et je regardais ça avec beaucoup d'admiration. Donc, je suis super content d'être sur ce canapé et de voir que tu vas bien. Voilà. Mais c'est normal, on est des névrosés un peu. On était toujours dans la question, et je pense que si on n'était pas, ça s'arrêterait aussi. Le jour où ça s'arrête de tourner là-dessus, c'est très vite. Faut douter. Toujours. Merci Hugues d'être un grand venu. Plaisir. Amelink, retenez-le maintenant. On peut bien sûr. replacer le vrai. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir regardé, de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. On met les petites étoiles, on partage les pouces, on s'abonne, tous ces trucs-là. Restez avec nous et à bientôt pour un prochain Sans Filtre. José Garcia.